Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3116 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 13 novembre avec des anniversaires. Et tout d'abord, le défenseur central de Manchester United, le défenseur français Leny Yoro, il fête aujourd'hui ses 19 ans. On lui souhaite un très bon anniversaire, il est très proche du retour. Leny Yoro, il a repris là depuis quelques jours l'entraînement collectif du côté de Manchester United. Lui qui n'a toujours pas joué une seule minute en compétition officielle. Du côté des Red Devils, c'était blessé lors de l'été dernier. Donc voilà, bon anniversaire à lui. Également Giovanni Reina, joueur de Dortmund, il fête aujourd'hui ses 22 ans, donc bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue, on a appris une disparition, donc nos pensées vont ce matin vers Marco Angulo, donc décédé ce lundi, donc avant-hier, donc l'international équatorien de seulement 22 ans a été hospitalisé depuis plus d'un mois à la suite d'un accident de voiture, et on a appris son décès, c'était avant-hier, donc on pense fort à lui, on pense fort bien sûr à sa famille, encore une tragédie pour un jeune footballeur. On continue, on va parler maintenant des résultats d'hier. Donc il n'y avait pas grand chose niveau match. Il y avait la Ligue des Champions féminine. Il y avait 4 matchs. On va parler des 4. Tout d'abord, le FC Barcelone féminin qui joue contre Saint-Polten. Bon, le résultat 7-0 pour le Barça féminin. Bon, voilà, ça a été un festival. 34 tirs, 14 tirs cadrés. Et ce qui fait 7 buts marqués. Donc voilà, festival de buts. Donc Saint-Polten, 2 tirs cadrés. Mais elles n'ont pas réussi à marquer le moindre but. Et surtout, le Barça féminin à la 31e minute de jeu, il y avait toujours 0-0. Mais en l'espace de 13 minutes, elles ont marqué 5 buts, 32e, 38e, 40, 42, 45, voilà. De la 32e juste avant la mi-temps, et elles ont foutu 5 buts, elles ont plié le match, elles ont marqué 2 autres buts en deuxième période et du coup gagné ce match facilement 7-0. Il y avait d'autres résultats, il y a eu un 4-0 entre la Juventus Turin et Arsenal, qui réalise une très très bonne opération pour les statistiques de la partie. On peut voir également 2 autres résultats, la victoire du Bayern Munich contre Vålerenga. Voilà, victoire 3-0 des Munichoises et victoire également de Manchester City féminin contre l'équipe de Hammarby 2-0. Donc voilà, concernant la Ligue des Champions féminine, au programme aujourd'hui 4 rencontres. Les 4 dernières, donc Galatasaray contre Wolfsburg, le Real Madrid féminin contre Twente, l'AS Roma contre Lyon féminin et le Celtic contre Chelsea. 21h, on parlera bien sûr de ces 4 résultats demain. On continue, on revient maintenant sur le football masculin et on va parler de cette trêve internationale. Donc demain, vous savez que l'équipe de France joue contre l'équipe de l'Israël. Et on revient de ça sur l'entraînement d'hier, de retour sur le terrain avec le sourire. Quelques photos lors de l'entraînement, c'était hier soir, mardi. Donc tout s'est bien passé. À noter qu'il y a 2 joueurs absents. Donc Théo Hernandez et Christopher Nkunku n'ont pas participé à la séance d'entraînement hier soir. Ils devraient reprendre l'entraînement ce mercredi soir. Entraînement ce soir aux alentours des 18h. Du côté de Clairefontaine, comme j'ai dit, pour préparer le match de demain, et ce match demain sera arbitré par l'Allemand Tobias Sittler, qui arbitrera demain 20h45 ce match entre l'équipe de France et Israël. Et comme j'ai dit, c'est un match classé à très haut risque, donc il y a plusieurs degrés, donc là c'est un match classé à 5 sur 5 sur l'échelle du risque. Et le RAID sera présent au Stade de France jeudi pour France-Israël. Des policiers en civil seront également placés dans le stade, confirme le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Voilà, donc il y aura beaucoup de sécurité, j'ai dit, double contrôle de sécurité. Il y a plus de 4000 policiers aux alentours du stade ou dans le stade. Voilà, il y aura même le RAID qui sera présent pour éviter tout débordement. Et on veut être très dissuasif pour empêcher les passages à l'acte. Donc voilà, un dispositif de sécurité en mode Jeux Olympiques. Parce que là, c'est normalement pour un match de l'équipe de France, peu importe l'adversaire en face, il n'y a pas autant de sécurité. Mais là, vu que l'adversaire en face est Israël, puis on sait ce qui se passe. Voilà, donc c'est pour ça que le match est classé à très très haut risque, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup, il y a le RAID, tout ça, il y a beaucoup de policiers pour éviter toute personne de passer à l'acte. Et à noter les gars que lors de ce match, il y aura beaucoup de personnes de la politique, et il y aura aussi François Hollande qui sera présent pour cette rencontre demain, comme Emmanuel Macron, Michel Barnier, même Nicolas Sarkozy. L'ancien président fait savoir qu'il qu'il rendrait en message de soutien à la communauté juive. Donc voilà, donc il y aura beaucoup de monde, surtout beaucoup de politiciens pour cette rencontre qui ne sera pas guichet fermé. N'oubliez pas qu'il y aura une jauge exprès. En gros, il y aura un certain nombre de supporters, pas au maximum de la capacité du Stade de France. Dayot Upamecano, il est en conférence de presse hier avec Lucas Chevalier. On va revenir sur les 2 joueurs de l'équipe de France, qu'est-ce qu'ils peuvent dire avant ce match. Donc tout d'abord, avant France-Israël, Upamecano, il a dit: moi je suis juste là pour jouer. Donc hier c'était le 11 novembre, il a fait la déclaration à la conférence hier le 12, donc avant-hier on est le 11. J'aime la paix et j'espère qu'un jour
On la retrouvera dans chaque pays, bien sûr, la paix. Et on va rester focus sur le match qui arrive. Désolé, je n'ai pas vu ce qui s'est passé à Amsterdam, parce qu'il y a quelques jours, jeudi dernier, on sait qu'il y a eu des débordements lors du match entre l'Ajax et le Maccabi Tel Aviv. Donc il a dit, je peux comprendre pourquoi les gens ne veulent pas venir, c'est leur choix, on va se battre sur le terrain. Donc voilà déjà ce qu'il peut dire par rapport à cette rencontre. Il évoque aussi le cas Kylian Mbappé. Un journaliste lui a dit, qu'est-ce que vous en pensez d'Mbappé, sa situation en équipe de France? Il a dit, c'est un super joueur, un ami aussi, je sais de quoi il est capable. Comme j'ai dit, j'espère qu'il va revenir, j'espère qu'il va reprendre le brassard de capitaine, c'est notre capitaine, j'espère le revoir très vite, il est très important pour nous. Upamecano évoque aussi une potentielle grève face au calendrier démentiel. Vous savez qu'il y a de plus en plus de joueurs qui aimeraient se mettre en grève pour dire à l'UEFA, à la FIFA, stop, il y a trop de matchs. Donc il a dit oui, pourquoi pas, pour moi il y a trop de matchs et j'espère qu'ils vont comprendre un jour, en gros. Voilà, que c'est pas possible de jouer tous les 3 jours, c'est trop compliqué pour l'état physique, la santé des joueurs. Upamecano aussi sur Jules Koundé, il a dit je l'ai joué en Ligue des Champions avec le Bayern, n'oubliez pas il y a eu un Barça-Bayern à peu près un mois, le Barça a gagné 4-1, il a dit je le sens en confiance, j'espère que ça va continuer comme ça, c'est aussi un leader, il commence à avoir beaucoup d'expérience, je lui souhaite le meilleur. Et Upamecano il a dit je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours aimé la concurrence, partout où il est passé, je suis allé à Salzbourg à 16 ans, je ne parlais pas un mot d'allemand, je n'ai pas peur de ce qui va arriver, voilà, malgré la concurrence qui est en défense en équipe de France, il n'a pas peur de tout ça bien sûr. Upamecano, et il parle de son coach du côté du Bayern, il s'agit bien sûr de Vincent Kompany, il a dit il m'a fait progresser, je suis très reconnaissant envers lui car je sens que j'ai beaucoup évolué par rapport à l'année dernière, on le voit sur le terrain. Je crois que voilà, c'est la dernière déclaration d'Upamecano qu'il a pu faire hier. En conférence de presse, il y avait également Lucas Chevalier, sa première conférence de presse en tant que joueur de l'équipe de France A. Et tout d'abord, avant ce France-Israël, il a dit on va essayer de faire comme si c'était un match normal, mais dans le fond ça ne l'est pas. On a vraiment de la compassion avec ce qui se passe au Moyen-Orient. Donc voilà déjà ce qu'il a pu dire par rapport au contexte du match. Sinon par rapport à lui en équipe de France, déjà sur une éventuelle envie de prendre la place de Mike Maignan en équipe de France, parce qu'il sait qu'il arrive avec le statut de gardien numéro 3, parce qu'avant lui il y a Brice Samba en numéro 2 et bien sûr Mike Maignan numéro 1. Il a dit je veux juste prendre du plaisir, devant moi j'ai Samba très expérimenté et Mike Maignan. On se doit d'avoir le respect pour ses gardiens et d'être humble. En parlant de Mike Maignan qu'il avait côtoyé à Lille, parce qu'il est toujours à Lille bien sûr Lucas Chevalier, mais à l'époque il y avait Mike Maignan, il était déjà là, on peut le voir du côté du LOSC. Maignan il a dit on s'appelle en FaceTime mais ça fait 3 ans qu'on ne s'était pas vu, ça fait plaisir de le revoir, ça sera un peu d'émotion de remettre les gants avec lui. C'est un exemple, à 16 ans on a des grands yeux avec un gardien de cette envergure, je le remercie, parce que ça fait longtemps qu'il est là, il a été formé du côté de Lille. Il a pu tout apprendre bien sûr de Mike Maignan qui le côtoyait bien sûr du côté du LOSC à l'époque et ne se voit pas titulaire en équipe de France en jouant à Lille. Il a dit je joue au LOSC, tous les joueurs jouent dans un grand club européen. Lille est un grand club européen mais il y a des étapes au-dessus. C'est vrai que oui, Lille c'est une belle équipe européenne mais c'est pas... Voilà, c'est pas les meilleures équipes européennes. Voilà, si on prend en compte les Real, les Manchester City sont pas au niveau là. Lille, donc il sait que voilà, s'il veut jouer en équipe de France, il sait que il doit jouer certainement dans un plus grand club, plus huppé que le LOSC. La place de numéro 1 dépend d'un très grand club. Il faut avoir cette lucidité. Donc il sait que là, il sera certainement remplaçant les 2 matchs. Mais pour lui, c'est une réussite, bien sûr, d'être en équipe de France A. Sur ses références à son poste, il a dit mes idoles d'enfance, donc Hugo Lloris et aujourd'hui Mike Maignan. Je regarde beaucoup ce que font les grands gardiens de but. Il raconte aussi sa première convocation chez les Bleus. Donc c'était une fierté, un privilège. Quand on monte les marches du château, il y a quelque chose de différent. On rentre dans un nouveau monde. Parce que lui, avant, il rentrait... à Clairefontaine, mais dans la catégorie partie espoir. Maintenant, il est dans la partie équipe de France A. Bien sûr, ça change. Et raconte aussi comment il a pris sa première sélection. Il a dit j'ai été dans ma voiture et les vibrations de mon téléphone ont fait que j'ai vite compris. Parce que la liste était un jeudi à 14h. Et voilà, 14h02, 14h03, il faisait que son téléphone faisait que de sonner. Lui, il était en train de conduire. Donc, il ne pouvait pas répondre, mais il savait, il se doutait en gros que c'était pour le féliciter par rapport à sa partie, enfin, d'être dans le groupe des Bleus. Et il y a quelque chose de différent quand on monte les marches du château. On passe un nouveau cap, on est dans un nouveau monde avec des coéquipiers prestigieux. Donc voilà, quelques déclarations de Lucas Chevalier. Donc voilà, très content et très fier bien sûr d'être du côté des pros. On continue toujours avec cette équipe de France. On va parler aussi de Deschamps qui a perdu en crédibilité auprès de ses joueurs du côté de l'équipe de France. Les passes droits accordées à Mbappé ne sont pas passées inaperçues chez les Bleus. C'est vrai qu'Mbappé, on sait qu'il a des passes droits. Regardez, ça fait déjà 2 rassemblements où il ne vient pas. Ça va être un autre joueur
qui aurait dit oui, moi je ne veux pas venir, le joueur, je pense, il ne revenait plus en équipe de France. Mais vu que c'est Mbappé, il a des passes droits et ça passe plus trop, ça du côté de l'équipe de France. Autre élément qui a remis en cause la crédibilité de Didier Deschamps, une réponse sèche du Madrilène un jour à son encontre devant tout le monde. Un jour, on peut comprendre, il y avait un entraînement, je ne sais pas, c'était une causerie d'avant-match et Mbappé a répondu sèchement à Didier Deschamps, il n'a rien dit, Deschamps. Donc là aussi, c'est pas trop presse, passer auprès de des autres joueurs de l'équipe de France. Et sa communication fait aussi grincer des dents par le fond et la forme, tout comme ses choix, et notamment celui d'accorder 0 minute à Warren Zaïre à l'Euro. Donc c'est pas passé, bien sûr. Il aurait pu lui donner un peu de temps de jeu. Voilà, je sais pas, une fin de match, il fait jouer les 20-30 minutes. Surtout que les autres milieux n'étaient pas flamboyants, bien sûr, en équipe de France lors de l'Euro. Donc voilà, tout ça font en gros que Deschamps il a perdu beaucoup en crédibilité auprès de ces joueurs. Et par rapport à la retraite d'Antoine Griezmann, donc la retraite internationale de Griezmann n'a rien à voir avec un soi-disant choc des générations. Il a simplement vu le drôle de virage pris par les Bleus ces derniers mois et le chemin choisi par Deschamps. Et tout ça ont fait que, voilà, en gros, il a préféré stopper l'équipe de France. Concernant le match de demain contre Israël, Kanté devrait être le capitaine. On a parlé hier, on a le choix entre lui, peut-être et Jules Koundé. Ça devrait être bien N'Golo Kanté qui devrait avoir le brassard de capitaine pour la rencontre de demain. Donc voilà ce qu'on va dire sur ce France-Israël, enfin sur les conférences de presse, tout ça. On reviendra demain, bien sûr, en faisant un avant-match avec la compo probable. Concernant l'équipe de France Esport, on va parler de Ayoub Boadi, le jeune joueur de 17 ans de Lille. Donc il a dit, il est en conférence de presse avant les deux matchs d'équipe de France où ils joueront deux gros matchs amicaux. Bref, donc il suit une licence de mathématiques en parallèle de sa carrière professionnelle. Donc on sait qu'il va faire carrière dans le football, mais il continue les études. Une licence de maths, donc voilà, c'est-à-dire c'est une tête, c'est quelqu'un de très intelligent. C'est pour bonifier mon temps libre, c'est comme ça que j'ai été éduqué. Ça permet de garder ton esprit éveillé. Voilà, donc il ne met pas tout de côté l'école, il continue bien sûr. L'école à côté de sa carrière de footballeur. Félicitations à lui. On va parler du côté de la sélection espagnole et un autre jeune joueur, c'est Marc Casado et Luis de la Fuente qui souhaite la bienvenue à Marc Casado. Il y a encore quelques mois, il était le capitaine de l'équipe B du FC Barcelone. En mai dernier, il joue encore avec le Barça B. Donc là, il a été promu en équipe première où il a fait une belle pré-saison. Un gros début de saison et maintenant il est avec l'équipe première de l'Espagne, Marc Casado, et il a dit honnêtement c'est grandiose, je suis très heureux d'être ici, je profite un maximum du moment. Donc on lui souhaite bonne chance, s'il continue, s'il fait ce qu'il fait du côté du Barça, il n'y aura aucun souci bien sûr, il pourra faire une belle carrière avec sa sélection. Du côté de l'Angleterre, les frères Bellingham, donc Jude Bellingham, joueur du Real Madrid avec l'équipe A, et Job Bellingham, son petit frère qui joue à Sunderland avec l'équipe Espoir, déjà Job Bellingham. Donc voilà, peut-être les deux, certainement un jour on les verra en équipe première, les deux jouent ensemble. Tiens, concernant Erling Haaland, du côté de la Norvège, pour préparer bien sûr les deux prochains matchs de sa sélection pendant cette trêve internationale. Cristiano Ronaldo également, du côté du Portugal. Je suis frustré par certains joueurs qui ne veulent pas jouer pour le Portugal venant en sélection, le temps passe vite. Bon, je sais pas, il parle de qui. Voilà, ce qu'il peut dire Ronaldo. Et je suis allé regarder les commentaires, regardez ce que dit les commentaires par rapport à cette déclaration de CR7. Donc laisse la place peut-être. Quand tu comprendras que ton temps est passé, ils viendront. Laisse la place. C'est vrai que peut-être qu'il y en a, ils veulent pas venir parce qu'il est encore là. Puis lui, il joue tout le temps alors qu'il a 39-40 ans. Et c'est plus le Ronaldo il y a 10 ans. C'est vrai que Ronaldo est moins bon. Mais voilà, Roberto Martinez fait beaucoup confiance à Ronaldo, il le fait jouer. Mais voilà, peut-être qu'il y en a qui veulent pas venir parce qu'en gros, ils n'ont pas de temps de jeu alors qu'ils ont peut-être 25 ans alors que Ronaldo a tout le temps du temps de jeu alors qu'il en a 39. Mais bon, voilà, c'est CR7. Voilà ce qu'il a pu dire, bien sûr, du côté de sa sélection. Et tiens, toujours avec la sélection portugaise, on va parler de Bruno Fernandes. Est venu en aide à un passager qui a fait un malaise sur un vol EasyJet à destination de Lisbonne, parce qu'il a quitté Manchester pour aller, bien sûr, à Lisbonne pour le rassemblement du Portugal. Et donc, il ne prend pas un jet tout seul, il était en avion avec d'autres personnes. Alors que le Portugais se rendait aux toilettes à l'arrière de l'avion, il a remarqué qu'un homme semblait s'évanouir. Le Portugal leur criait à l'aide « Excusez-moi, nous avons besoin d'aide ». Le joueur est resté à l'arrière avec les membres de l'équipage pour s'assurer que le passager allait bien. Plus de peur que de mal finalement, parce que le passager, en gros, c'était plus de peur que de mal parce qu'il allait bien à la fin. Mais voilà, une petite aventure de Bruno Fernandes en rejoignant sa sélection. On va parler d'une autre sélection, c'est la sélection marocaine officielle. Les nouveaux maillots du Maroc ont été dévoilés. Le maillot domicile, maillot rouge, magnifique, avec du rouge, du vert et bien sûr le puma de couleur dorée et le maillot extérieur, maillot blanc et vert et le signe puma de couleur rouge. Et tiens, toujours du côté du Maroc, il va jouer aussi deux matchs là pour se qualifier pour la future CAN, même s'ils sont déjà qualifiés vu que c'est le pays organisateur. Et Walid Regragui en conférence de presse hier, il a dit maintenant les pays européens ont peur de nous et veulent nous prendre nos joueurs, forcément nous devenons une grande nation. Voilà ce qu'il a pu dire tout simplement, Walid Regragui.
On continue, donc on clôture cette page, on va dire, trêve internationale, enfin les pays. On revient nous maintenant sur les clubs. Et officiel, le Classico des légendes aura lieu le 15 décembre prochain à Tokyo, au Japon. Donc ce match est organisé pour rendre hommage à Andrés Iniesta, franchement retraité. Donc qui dit légende dit donc Roberto Carlos, Xavi, Luis Figo, Rivaldo, Casillas, Mascherano, Rafael Marquez, tous ces joueurs pourraient jouer cette rencontre. Voilà, il y aura peut-être Zidane aussi, parce qu'on ne connaît pas encore tout le monde, mais voilà, il y a certains joueurs où ça a déjà été dit. Donc voilà, ce sera les légendes du Barça contre les légendes du Real Madrid. On va parler de Sampaoli, tiens, pose sous ses nouvelles couleurs du côté de Rennes. Il s'est engagé jusqu'au 30 juin 2026 du côté du stade rennais. Quelques déclarations de sa part, ni le club, ni la ville, ni les supporters ne méritent la situation actuelle de Rennes, qui est très mal en point au classement de Ligue 1. Donc le stade rennais est un grand club et j'ai envie de mener un projet de construction ici du côté de Rennes. Et toujours avec Sampaoli en conférence de presse hier par rapport qu'il arrivait en tant que nouveau coach. Donc il est adorateur du football français, donc il apprécie énormément le foot français. Il a dit: je pense que les meilleurs joueurs du monde proviennent de la France et du Brésil et je suis un vrai admirateur de la Ligue 1, vu qu'il a déjà évolué, enfin pas évolué mais plutôt entraîné en Ligue 1, l'équipe de Marseille, tiens, qui parle. Sampaoli parle de son départ de l'OM et sous-entend qu'il regrette son attitude à l'époque. Il a dit: je dirais que mon niveau d'exigence devient trop ambitieux ou trop fort par rapport aux exigences des clubs, ce qui a fait que je suis parti de Marseille. Je prends conscience que ces ambitions sont démesurées et inatteignables. Je sais que c'est quelque chose que je dois probablement changer, parce que quand il est arrivé à Marseille, il avait dit le projet c'est de tout gagner, de gagner la Ligue 1, Coupe de France, tout ça. On peut voir qu'il n'y a eu rien de gagné du côté de Marseille. Peut-être qu'il avait des ambitions trop hautes à Marseille. Et en gros, tout ça en fait qu'en gros, il a été viré tout simplement du côté de l'OM. Et cette anecdote tient sur Sampaoli à l'OM. Donc l'Argentin avait un bonus dans son contrat s'il arrivait à s'exprimer en français en conférence de presse, parce qu'il ne parle pas français. Mais s'il arrivait à répondre aux journalistes, il touchait plus d'argent. Et dès qu'un dirigeant venait dans son bureau, il lançait ses cours de français en audio, comme un ado faisait croire à ses parents qu'il travaillait. Il disait style en gros qu'il apprenait le français alors que pas du tout. Donc, juste que quelqu'un rentrait dans son bureau, et il envoyait des audios pour apprendre le français, alors qu'il n'a jamais essayé d'apprendre le français. Sampaoli, on verra peut-être à Rennes, il apprendra le français, on ne sait pas. Donc voilà, concernant le nouveau coach du Stade Rennais, beaucoup de taf quand même à Rennes, parce qu'actuellement l'équipe est très mal au point. On va parler d'un joueur qu'on a totalement oublié parce qu'il ne joue plus, et c'est dommage, que c'est un très bon joueur, mais il a de gros soucis extrasportifs. C'est Wissam Ben Yedder, condamné à 2 ans de prison avec sursis. Donc c'était hier mardi, il est passé au tribunal. Il y avait déjà eu une audience, c'était à peu près un mois, donc là c'était l'audience finale hier, et du coup c'est ce qu'il a. Donc Ben Yedder est déclaré coupable pour les faits d'agression sexuelle en état d'ivresse qui lui sont reprochés. Donc il aurait bu, il aurait été sous, il aurait fait des agressions sexuelles. Il aurait conduit aussi, donc il est condamné à 2 ans de prison avec sursis, mais aussi une obligation de soins. Indemniser la victime à 6 500 €, la victime qui a porté plainte, une amende de 5 000 € et une suspension de permis de conduire pendant 6 mois. Voilà, les nouvelles de Wissam Ben Yedder, sans club depuis son départ de Monaco le 30 juin dernier. Je ne sais pas s'il va relancer sa carrière, j'en sais rien, mais bon, je sais que dans le football pur, c'est un très bon footballeur. Et voilà, ça c'est en train de tâcher, on va dire, et de gâcher sa carrière. C'est ce qu'il fait, on va dire, dans sa vie privée. Bref, on espère qu'il remontera la pente. Ancelotti sur sa pire erreur, donc il a dit: j'étais tout près de prolonger mon contrat au Real Madrid en 2014, mais j'ai trop poussé par rapport à mon salaire, ils ont arrêté. C'était une erreur, la pire que j'ai pu faire. Voilà, parce qu'au Real, qui en 2014 venait de remporter la décima, la 10e Ligue des Champions, et le Real, Pérez voulait le prolonger. Il a dit: on est chaud pour te prolonger, voilà. Mais il a dit: moi je veux bien prolonger, mais on augmente mon salaire. Pérez lui a dit: non, on veut bien te prolonger, mais à ce salaire-là, il a dit non. Puis du coup, voilà, il a été, un changement de coach, alors qu'il venait de gagner la Ligue des Champions, et il regrette d'avoir demandé en gros un plus gros salaire. Et on va parler de Kylian Mbappé, sera dans un petit groupe de joueurs sous les ordres de Carlo Ancelotti lors de retour de l'entraînement du Real. L'entraînement repris hier. Il y avait seulement 6 joueurs du Real Madrid, enfin de l'équipe première à l'entraînement. Sinon, il y a les autres joueurs, il y en a 8, je crois, qui sont partis en sélection. Et sinon, tous les autres sont blessés. Donc voilà, c'est un petit comité, on peut dire. Donc au club, on pense qu'il est bon pour le joueur de se réfugier à Valdebebas, donc le centre d'entraînement du Real, de s'éloigner du bruit médiatique et de travailler pour récupérer sa meilleure version. Au Real, le Français a vu sa situation changer et a cessé d'être le meilleur buteur et la star de l'équipe. C'est qu'actuellement, c'est pas lui la star. Bon, c'est peut-être un gros nom bien sûr, mais actuellement, voilà, Vini, tout ça, c'est bien supérieur à Kylian Mbappé. Le Français tente de retrouver la sérénité entouré de sa famille qui lui fait comprendre que ce n'est qu'une question de temps qu'il retrouve en gros son niveau qu'il avait à l'époque au Paris Saint-Germain. Et dans cette phase difficile, Kylian Mbappé est aidé tout particulièrement dans le vestiaire par son ami Brahim Diaz, où il est très proche, qui l'aide à garder le sourire. Et les autres Français, que ce soit Tchouaméni, Camavinga ou Mendy, sont également fréquemment à ses côtés pour pas qu'il se décourage. On peut voir, voilà, c'est son groupe d'amis, les Français et Brahim Diaz. C'est dire peut-être que
Mbappé, et ben, il n'est pas souvent peut-être avec Vini, avec Bellingham, c'est peut-être un autre clan. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des clans du côté du Real. Mais voilà, d'après Marca, hein, qui est un site espagnol qui suit énormément l'équipe du Real Madrid. Donc ils savent bien sûr les journalistes ce qui se passe du côté de cette équipe. Donc voilà, il y aurait peut-être des clans. Mbappé serait avec ces joueurs-là et pas avec les Vini, les Brésiliens de l'équipe. On revient 5 ans jour pour jour en arrière et David Villa annonçait mettre un terme à sa magnifique carrière de footballeur. 755 matchs pour 436 buts, 98 passes D et 15 trophées dont la Coupe du Monde, dont l'Euro remporté. Donc voilà, magnifique joueur bien sûr, David Villa. Neymar vante l'Arabie Saoudite, donc je pense que c'est l'un des meilleurs projets que j'ai vu. Il a le potentiel d'être la meilleure Coupe du Monde de l'histoire, la Coupe du Monde normalement 2034 qui devrait peut-être, c'est pas encore officiel mais elle devrait se jouer du côté de l'Arabie Saoudite qui est pays organisateur. Il est très important que tout le monde découvre la culture saoudienne. Bon, peut-être qu'il a été payé pour dire ça, j'en sais rien, certainement. Mais voilà, ce qu'il peut dire voilà, par rapport à ce mondial 2034. Tiens, on revient sur Kylian Mbappé, où tiens, on parlait peut-être de retrouver le Mbappé Prime. Là, voilà, pour s'éloigner des bruits médiatiques. Et c'est que tiens, Mbappé Prime, c'était lors de la saison 2020-2021. Regardez-moi cette saison, 47 matchs avec le PSG. Il a marqué 42 buts et 11 passes D. Là, c'était du très très grand Kylian Mbappé. Ça aussi, ça a été une grande saison et ça a été la plus grosse année pour un footballeur sur une année civile. 69 matchs sur l'année, enfin la saison 2011-2012, 91 buts, 69 matchs, 91 buts. Donc on peut voir qu'il y a un truc énorme, et en plus tu rajoutes 24 passes D. C'était bien sûr le prime de Léo Messi. Malgré ses 57 ans, donc Miura a annoncé son intention de rejouer avec Suzuka la saison prochaine. Il jouera sa 40e saison en tant que footballeur professionnel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, à 57 ans, il joue encore dans le foot professionnel. Donc à Suzuka, c'est de la 2e division japonaise. Bon, je ne sais pas trop ce que ça vaut, mais voilà, c'est quand même à 57 ans, c'est quand même exceptionnel. Donc voilà, actuellement en D4, non, j'ai dit D2, mais je crois qu'il est en D2 ou ça doit être la D2 portugaise qu'il était avant. Et là, il est parti en D4 japonaise. Donc le buteur a notamment vécu de grandes heures avec l'équipe nationale japonaise dans les années 90 où il a marqué quand même 55 buts en 89 matchs avec la sélection A japonaise. Passé par le Brésil, l'Italie, la Croatie, l'Australie et même le Portugal. Il a commencé sa carrière en 1986. Mais moi, j'étais même pas encore né. Donc dites-vous que son premier tweet sur lui date de 2018. Où, par exemple, Football Log, ils avaient tweeté sur lui. Donc sa longévité force le respect. Incroyable bien sûr cette carrière bien sûr de ce légendaire Miura. On prend la direction de Madrid et on connaît le joueur du mois d'octobre. On a le choix entre Rudiger, Valverde et Modric. Camavinga et c'est Vini Junior, le vainqueur. En gros, c'est lui qui a remporté le prix du meilleur joueur du mois sur le mois d'octobre du côté du Real Madrid. Zoumana Camara va devenir consultant pour DAZN, annonce la source 75. Donc son avis, ça va être intéressant. Lui qui a une belle carrière de joueur, Saint-Etienne au PSG, et qui a fait des débuts intéressants dans le coaching avec les U19 du PSG qu'il a quitté. C'était l'été dernier. Donc il va devenir consultant maintenant sur la chaîne DAZN. Ibrahim Mazza est surveillé par l'Atlético Madrid. Donc Marseille, Brentford et Leicester se sont également renseignés sur sa situation concernant ce joueur qui joue. Je ne sais pas trop, mais bon, si je vois l'écusson, je crois que c'est l'écusson du Hertha Berlin, si je ne me trompe pas. Voilà, donc il est surveillé par des très grands clubs, dont l'Atlético Madrid. L'un des dirigeants de France Football en charge de la remise du Ballon d'Or aura annoncé la défaite de Vini, un joueur du Real Madrid. Le joueur aurait fait remonter la formation au club qui a ensuite décidé de boycotter la cérémonie, même si, pour l'instant, et toujours ils le disent, même Rodri l'a encore dit hier, je dis une des déclarations de sa part, qu'il a su vraiment à l'instant T qu'il a gagné le Ballon d'Or. Non, ça avait fuité dans l'après-midi. Et voilà, en gros, pourquoi le Real Madrid n'est pas venu? Parce qu'en gros, l'un des dirigeants de France Football, il savait que c'était pas Vini qui avait gagné le Ballon d'Or. Donc il l'a dit en gros à un joueur du Real Madrid. Et le joueur du Real Madrid l'a dit en gros à Pérez, à Ancelotti. Et du coup, après, ils sont tous mis d'accord, on n'y va pas. Voilà. Donc en gros, oui, ça a bien fuité le nom du Ballon d'Or. Bon, c'était pas comme les années précédentes où on savait déjà 1 ou 2 mois avant. Mais ça a fuité, on va dire, quelques heures avant le moment présent, où bien sûr Georges Weah a annoncé le vainqueur. Evan Ndika intéresse le Real Madrid. Le Real, on sait, très actif. Enfin, ils vont être très actifs sur le mercato hivernal. Evan Ndika, défenseur de l'équipe de l'AS Roma, est une option, un joueur ciblé. Luisa, ancien attaquant de Manchester United, ne veut pas que les Red Devils recrutent Victor Gyökeres. Pourtant, c'est un magnifique buteur. Il a dit: ça peut sembler surprenant, mais je ne pense pas que Manchester United doive recruter Gyökeres. C'est un très bon joueur, il est dans une bonne dynamique incroyable, mais il aura bien plus de pression à Manchester qu'au Sporting. Ça, c'est sûr. C'est difficile d'avoir des joueurs qui font les mêmes dégâts que Mohamed Salah ou Erling Haaland, mais United a besoin de ce type de joueur. Le club a beaucoup dépensé dernièrement, mais s'il est possible de mettre 120 millions d'euros sur Harry Kane, il faut le faire au plus vite. Donc voilà, lui, il partira plutôt sur Harry Kane, qui connaît très bien le championnat, tout ça anglais, que sur un Gyökeres.
Voilà. Bon, après, Harry Kane, je ne sais pas s'il partira de Manchester, du Bayern, je ne le vois pas du tout quitter le Bayern. En plus, il va certainement remporter un trophée cette saison. La Bundesliga, normalement, ce sera pour le Bayern. Donc voilà. Bon, je pense que Gyökeres, pour moi, serait une très belle recrue quand même pour Manchester United. Et tiens, si on fait le point, les gars, sur les 10 plus grosses ligues européennes, le top 5, plus après on rajoute le championnat turc, portugais, néerlandais, tout ça, belge, et ben on peut voir que c'est Gyökeres le meilleur buteur en championnat, hein, 16 buts déjà pour Gyökeres en championnat. Lewandowski c'est 14 buts en championnat. Gyökeres c'est 16 buts et on monte jusqu'à 23. Hein, si on rajoute la Ligue des Champions, la Coupe du Portugal, donc là en championnat c'est 16, Haaland c'est 12. Tiens, Barcola c'est 10 buts, hein, Barcola en Ligue 1, Vigny c'est 8 buts. Donc voilà actuellement les meilleurs buteurs des 10 plus grosses ligues européennes. Ilan Kebal est élu joueur du mois d'octobre en Ligue 2. Hein. Félicitations à ce joueur du Paris FC. Le Paris FC, on sait que c'est la grosse équipe. Hein. Et concernant le Paris FC, qu'on parlait beaucoup d'un rachat, n'oubliez pas que le rachat n'a toujours pas été officialisé. Hein. Et la DNCG valide le rachat du Paris FC par la famille Arnaud. Donc il ne reste que la signature maintenant de l'accord définitif pour conclure ce deal historique. Donc voilà, maintenant il ne reste plus qu'une signature et là vraiment ça sera fait à 100%. Donc là c'est fait à 99,9% vu qu'il manque plus que la signature de la famille Arnaud. Hein. Le club se donne 2 saisons pour monter en Ligue 1. Donc les futurs propriétaires ont alloué un budget de 30 millions d'euros cette saison. Peut-être là cet hiver vont recruter pour 30 millions d'euros. C'est énorme hein, quand même. Une enveloppe de 30 millions d'euros pour un club de Ligue 2. Et surtout peut-être en janvier. Et ils se fixent, voilà, s'ils ne montent pas là cette année, eh ben, ils essaieront l'année prochaine. Voilà, ils veulent vraiment essayer de monter au plus vite en Ligue 1. Puis après, essayer de grappiller, des places. Jouer des places de Ligue des Champions. Après, pourquoi pas titiller le club voisin, le Paris Saint-Germain. Voilà, concernant la signature, hein, c'est imminent. Et la famille Arnaud avait songé à d'autres clubs hein, comme Bordeaux. Hein, dommage, hein, parce que Bordeaux, ils sont dans la faillite. C'est vrai qu'ils auraient racheté Bordeaux. Donc Bordeaux serait certainement en Ligue 2, voire peut-être Ligue 1. Ils seraient remontés, on ne sait pas. Reims et Lille. Hein, mais du coup, ils sont plutôt partis à l'acheter. Enfin, ils vont aller acheter le Paris FC. On va parler d'un autre Paris, le Paris Saint-Germain et Monaco. Donc, le trophée des champions entre ces deux équipes, hein, le PSG et Monaco, pourrait être délocalisé à Doha, au Qatar. Et il devrait se jouer normalement cette rencontre début janvier, après ce que j'ai pu voir. Voilà. Pour l'instant, c'est pas encore sûr, mais voilà, ça devrait être au Qatar que devrait se jouer cette rencontre. Hein. Officiel, Zuricho Davidashvili est élu joueur du mois d'octobre en Ligue 1. 5 buts en 3 matchs, c'est totalement mérité. On a le choix entre lui, il y avait Barcola et un autre joueur, je ne me souviens plus trop c'est qui, et c'est lui. Voilà, c'est le joueur de Saint-Etienne qui a reçu ce prix, c'était Lucas Chevalier. Voilà, le troisième joueur, un gardien. Et c'est voilà, le joueur de Saint-Etienne qui a reçu ce prix. Tiens, on va parler de Lyon, qui a rendez-vous vendredi, donc après-demain, avec la DNCG. John Textor devra convaincre que les perspectives annoncées dans le communiqué sont réalisables sous peine de sanction. Voilà, parce que Lyon a un peu de problèmes financiers et ils doivent vendre. Alors, ils doivent récupérer en gros de l'argent. Et voilà, ils ont rendez-vous vendredi devant la DNCG, en gros, ceux qui règlent. Alors, regarde si les clubs respectent bien tout ce qu'il y a niveau budget. Ruben Amorim a rencontré ses nouveaux joueurs du côté de Manchester United. Hein, c'est vrai que maintenant, ça c'est le coach officiel, bien sûr, des Red Devils. Il a pu rencontrer Lenny Yoro, qui fête aujourd'hui, on en a parlé. Hein. C'est 19 ans. Mehdi Benatia revient sur le classique de l'OM face au Paris Saint-Germain, où Marseille s'est incliné 3-0. Il a dit: tu ne peux pas faire un non-match manqué de personnalité, de combativité, comme on l'a fait devant 65 000 personnes qui étaient chaud bouillant. C'est inacceptable. Je ne comprends pas ce qui s'est passé lors de ce classique. Il y a déjà 2 semaines qu'il a été joué. La défaite contre le PSG, ce n'est pas ce qui me gêne. Je me suis jamais comparé au Paris Saint-Germain. Quand tu parles de jeune équipe, tu ne vas pas venir et dire qu'on va marcher sur tout le monde. Hein. Il y a des idées à mettre en place. On laisse le coach amener cette philosophie de jeu. On sait que ça prend du temps. On nous parle de crise alors qu'on est 3e. C'est que Marseille n'est pas non plus en crise en étant 3e et sur le podium de la Ligue 1. Mais les gens nous soutiennent. Hein. Cette année, ils ne sont pas durs. Ils sont exigeants. Ils veulent, hein, donc à 3-0 à la mi-temps, on te dit que les supporters ont quitté le stade. D'accord, mais les virages étaient là jusqu'au bout. Ils ont chanté. Rien que pour ça, tu dois te montrer plus. Hein. C'est que même si, bien sûr, contre le PSG, il y a 3-0, bon, il y a certains supporters qui ont quitté le club. Mais voilà, les virages sud et nord continuent bien sûr à chanter toute la partie. Benatia revient aussi sur le choix de De Zerbi et rassure les supporters de l'Olympique de Marseille. Avant de partir sur un coach comme De Zerbi, on savait très bien le personnage qu'il était. L'homme qui vit du football, c'est sa passion. Il a choisi l'OM. Quand tu connais le personnage, tu sais qu'il a collé à cette ville de Marseille. Il m'a dit si c'est moi le problème, n'hésite pas, je n'ai pas besoin d'argent. C'est après la défaite contre Auxerre la semaine dernière, il a dit voilà, si c'est moi le problème, je pars de Marseille et je demande
parce que des fois quand tu pars, voilà, le club te paye tous ton licenciement, tout ça. Donc lui, il a dit, il part, il demande rien du tout. Il part si c'est mieux pour Marseille. Quand on parle de la responsabilité, il a pris les siennes, la confiance qu'on a en lui. Je n'ai même pas besoin, bien sûr, d'en parler. Et pour finir, tiens, avec Benatia, après le match de l'OM face à Auxerre, ils ont perdu, c'était 3-1, c'était vendredi dernier. Souvent, on préfère venir quand il fait beau, mais je ne me cache pas. Sur un match comme ça, il n'y a pas besoin de se cacher, c'est inacceptable. Voilà, de perdre contre en plus un promu. Avec tout le respect que j'ai pour Auxerre, quand tu es l'Olympique de Marseille, tu ne peux pas te permettre de montrer un visage comme ça. Hein, c'est totalement vrai. C'est que Marseille déçoit énormément à domicile. On pas 5 matchs à domicile en Ligue 1. Pour une victoire seulement, c'était contre Nice. Il y a eu 2 défaites et 2 matchs nuls. C'est très moyen comme bilan. Marseille prend surtout beaucoup de points. C'est à l'extérieur. Ryan Cherki est venu faire une séance d'entraînement avec les U14 de l'Olympique Lyonnais. Voilà, du pur kiff bien sûr pour ces jeunes. Voilà. Quelques photos de Ryan Cherki. Tiens, on va parler de certains joueurs, la valeur qu'ils ont pris depuis le 1er juillet, je crois que c'est d'être juillet, et là, jusqu'à actuellement, la valeur marchande des joueurs, par exemple, Lamine Yamal, le 1er juillet dernier, il coûtait 95 millions de dollars, et actuellement, il coûte 159 millions de dollars. Il a pris plus 64 millions de dollars par rapport à son très gros début de saison. Erling Haaland, donc on peut voir son prix, avant il coûtait 191, bon, il coûtait déjà très cher, et là, il a 212 millions de dollars. Erling Haaland, c'est sa valeur actuellement, donc en dollars, sur un peu plus que l'euro. En euros, ça fait à peu près 200. On enlève à peu près 10 millions voilà, d'euros. Vini, c'est à peu près le même prix. Regardez, ils ont pris la même valeur. Vini et Erling Haaland. Actuellement, c'est les 2 joueurs les plus chers du monde. Haaland et Vini Junior. Omar Marmous, les gars, donc il coûtait 23, il coûte 42 millions maintenant de dollars. Poku Barsi, donc il a pris 10 millions. Ouais, il est passé de 32 à 42. Mato Retegui, donc lui, il a pris 13 millions de dollars par rapport à son très gros début de saison du côté de l'Atalanta Bergame. Fermin Lopez aussi, avec son nouveau contrat, il vient de prolonger aussi jusqu'en 2029. Donc il a pris 21 millions de dollars. Il coûte 53 millions maintenant. John Duran, il coûte 37 millions à peu près. C'est les valeurs marchandes, bien sûr. Bradley Barcola qui coûtait 53 il y a quelques mois, il coûte maintenant 69 millions de dollars. Et tiens, en parlant de Barcola, donc 69 millions de dollars, ce qui fait à peu près 65 millions d'euros. Et c'est vrai que voilà, depuis septembre 2022, tiens, il y a 2 ans, où il coûtait à peu près 2 millions quand il était à Lyon. Et ben maintenant, regardez combien il coûte. Il coûte 30 fois plus cher que son prix qui coûtait il y a 2 ans. En octobre 2023, il coûtait 35. Après, il était descendu à 30. Puis là, il fait que de monter à 65, vu que maintenant, il marque des buts. Et quand tu marques des buts, tu es décisif dans les matchs. Et ben, ta valeur marchande augmente énormément. S'il continue comme ça, il atteindra certainement les 100 millions de valeur marchande dans quelques temps. Ivan Neyou qui s'éclate aujourd'hui en Liga Leganés, c'était choquant en jeune. Selon Tanguy Ndombele, il a dit Ndombele, je suis un 96 et lui un 97, mais sur les tournois, il était toujours surclassé. Il était vraiment au-dessus, même avec les plus grands que lui. Petit, vif dribbleur, il marquait trop. Son parcours, c'est lui tout craché, un mec qui ne lâche pas. C'est mon frère. Voilà, donc issu de la génération 97, Neyou avait fréquenté Nkunku, Thuram, Harit et Saint-Maximin à l'INF Clairefontaine. Donc voilà, concernant ce joueur, Ivan Neyou qui joue maintenant du côté de Leganés en Espagne. On va parler de Claudio Ranieri, se rend à Londres afin de rencontrer les dirigeants de l'AS Roma. Un retour du technicien italien sur le banc de la Louve est fortement probable parce que du côté de l'AS Roma, après déjà, il y a eu pas mal de coachs cette année. Au début, ça avait été qui José Mourinho en janvier, début d'année, ça a été Mourinho. Après, il a été remplacé par Daniel De Rossi. Là, De Rossi a été viré en septembre dernier. C'est Ivan Juric qui est venu. Il est resté 2 mois viré un dimanche dernier. Et Claudio Ranieri, ça pourrait être le 4e coach depuis janvier du côté de l'AS Roma. C'est le grand favori pour prendre cette équipe. Après 17 mois d'absence, Tyrell Malacia, 25 ans, était de retour avec le U21 de Manchester United. Il a eu une grave blessure. Il était tellement bon avec le Feyenoord. On espère qu'il va pouvoir retrouver son meilleur niveau rapidement. Ce joueur qui a été recruté, mais voilà, 17 mois d'absence, 1 an et demi sans jouer après une grave blessure. Donc il a pu jouer avec l'équipe espoir de Manchester United. On pourra le voir très prochainement sous les ordres de Ruben Amorim. Le club de Boavista au bord de la faillite. Le club portugais dont l'actionnaire majoritaire est Gérard Lopez se dit au bord de la liquidation judiciaire. Donc lui, les gars, c'est un flop total. Il y a des personnes, dès qu'ils touchent quelque chose, ça se transforme en or. Donc lui, dès qu'il touche quelque chose, ça se transforme en... Voilà. Parce que regardez, il a déjà mis faillite pas mal de clubs. Après Lille, Mouscron et Bordeaux. Bordeaux, les gars, il est en faillite parce qu'il était un petit peu le président. Et bien maintenant, c'est au tour de Boavista, une équipe aussi où c'est le président d'être en redressement judiciaire. Je pense que
ce taf n'est pas fait pour lui. Donc le point commun de ces clubs, Gérard Lopez est passé dans chacun d'entre eux. Donc voilà, c'est une catastrophe, hein, ce Gérard Lopez. Officiel, le Barça prolonge avec Nike. Hein. Le Barça va recevoir une prime à la signature de 158 millions d'euros. C'est énorme. Au total, les Blaugrana recevront un peu plus de 1,7 milliard d'euros pour les 14 prochaines années, soit 127 millions d'euros par an. Hein, c'est énorme, bien sûr. Nouveau contrat. C'est pour ça que Nike avait mis la pression à Nike, parce qu'il voulait un plus gros contrat. C'est pour ça qu'il voulait passer avec Puma. Et du coup, Nike, ils les ont dit, non, il faut absolument qu'on vous garde. Le Barça, c'est le maillot qui se vend le plus au monde. Hein, devant le maillot du Real Madrid, donc c'est pour ça que Nike voulait absolument les garder, et puis du coup ils ont augmenté bien sûr leur offre, hein. Donc voilà, jackpot bien sûr pour le FC Barcelone, et toujours tiens que le Barça doit générer un minimum d'environ 50 millions pour revenir à la règle du 1 sur 1 et réinscrire Dani Olmo à partir du 1er janvier 2025, voilà, parce que Dani Olmo il est enregistré là jusqu'à la trêve de Noël. Pour ça, il peut jouer les matchs de Liga, mais pour la deuxième partie de saison, il doit de nouveau être inscrit. Il faut que le Barça génère un minimum d'environ 50 millions d'euros dans les prochaines semaines pour pouvoir enregistrer Dani Olmo. Le Barça toujours souhaite prolonger aussi Pedri et Gavi jusqu'en 2029. Un Flick considère que tous deux ont une place importante dans le projet sportif, bien sûr, des Blaugrana pour le futur. Hein, ces deux, bien sûr, pépites du côté de Barcelone. Et surtout, le Barça aussi veut recruter un joueur star l'été prochain. Comme j'ai dit, avec ce nouveau gros contrat là de 127 millions, 127 millions, plus 158 millions quand même de primes, n'oubliez pas. Et ben voilà, le Barça veulent un gros nom. Donc ils envisagent notamment soit Nico Williams, soit Rafael Leao, soit Mohamed Salah ou soit Leroy Sané. Voilà. Bon, après il y a des joueurs qui sont gratuits, hein, comme Salah et Leroy Sané sont en fin de contrat. Leao c'est payant, la même chose pour Nico Williams. Mais voilà, ils veulent un gros nom pour l'été 2025. Bon là ça revient un peu sur Pedri bien sûr par rapport à la prolongation qu'on a parlé juste avant. Et sinon pour finir les gars cet épisode avec 2-3 autres infos sur le mercato, le Bayern Munich souhaite recruter Jonathan Tah l'été prochain. L'international allemand n'a pas encore pris de décision sur son avenir, mais voilà, lui aussi intéressant, il est en fin de contrat avec Leverkusen. Il y a le Bayern, j'ai vu que le Real également intéressé. Ederson intéresse quelques clubs, hein, le genre de l'Atalanta, intéresse City. Donc le PSG et la Juve sont également intéressés, voilà, par le joueur brésilien. La Juventus veut recruter dès cet hiver. Thiago Motta, qui l'a connu à Bologne il y a encore quelques mois, va en faire la doublure de Vlahovic en attaque du côté de la Juve, et surtout ce serait bien pour lui parce que joue très peu à Manchester. Bon, peut-être avec le nouveau coach Ruben Amorim, peut-être qu'il jouera plus, je ne sais pas, mais voilà, pour retourner en Serie A. Et on finit aujourd'hui avec le Galatasaray qui souhaite recruter définitivement Victor Osimhen. Le club du Galatasaray veut inclure dans l'opération Yunus Akgün, Yilmaz et Davinson Sanchez pour avoir tout simplement l'attaquant nigérian qui fait un gros début de saison. Regardez les 6 derniers matchs de Victor Osimhen, à part contre Elfsborg où il n'avait pas été buteur, sinon regardez, à chaque fois il marque des doublés, voire un but. Voilà, il retrouve son gros niveau qu'il avait dans le passé. Donc voilà, concernant bien sûr cet épisode. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain, bien sûr, demain on fera l'avant-match. Voilà, de la rencontre France-Israël, et on parlera aussi, il n'y a pas que la France qui joue demain, il y a plein de matchs de National League, aussi des matchs sur le continent africain, sud-américain, on parlera de tout ça bien sûr demain. Je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.